Waouh! Coucou mes petits angoissés, je suis certaine que vous ne marquerez plus l'arrêt au feu rouge de la même façon après ce récit. Allez, c'est parti! George Whitman rentre chez lui au volant de sa puissante limousine grise. 35 ans, de grosses lunettes, l'air à la fois de l'intellectuel et du bosseur qu'il est. George Whitman travaille en qualité de comptable dans une compagnie d'assurance de la City de Londres. Malgré son âge, il occupe déjà un poste élevé, ce qui le contraint parfois, comme ce 14 février 1994, à faire des heures supplémentaires jusque fort tard. Il est 11h du soir et il lui tarde de retrouver sa femme et ses enfants, qui habitent de l'autre côté de Londres, dans une banlieue résidentielle. Aussi s'est-il décidé, pour aller plus vite, à traverser le quartier malfamé de King Cross, qu'il évite d'habitude. 14 février 1994, 11h du soir, deux jeunes gens, tous de noir vêtus, se tiennent immobiles sur le trottoir devant le feu rouge d'une rue de King Cross. L'un d'eux dissimule un poignard à lame immense, du genre commando ou para. Son camarade s'adresse à lui. « On a dit la 10e voiture qui s'arrête au feu. C'est d'accord, tu flancheras pas. »« Je ne flancherai pas. Il s'en est déjà arrêté 9. Le prochain, tu le tues, qui que ce soit. T'inquiète pas. » Le signal passe au rouge. Une petite mini noire arrive, avec une femme au volant, mais au lieu de ralentir, elle se met à accélérer. La conductrice a brûlé le feu, sans se douter que son infraction vient de lui sauver la vie. Derrière se présente une puissante limousine grise, qui s'immobilise sagement. C'est la 10e. Les deux jeunes gens se précipitent. Cette épouvantable et absurde histoire a commencé 4 mois plus tôt. Septembre 1993. C'est la rentrée scolaire. Ils sont 2 à franchir la porte d'une école privée d'Oxford. Dans cet établissement hors de prix, où on garantit le rattrapage moyennant finance, les cancres sont légion, mais Richard Dibbs et James Harding sont parmi les plus mauvais. Et dans cet environnement, qui ne compte que des fils à papa, ce sont eux qui ont les pères les plus riches. Celui de Richard Dibbs est à la tête d'une compagnie d'électricité du pays, car en Grande-Bretagne, l'électricité est privée, ce qui donne une idée de sa fortune. Quant au père de James Harding, il est propriétaire d'une chaîne de supermarchés, leur avenir étant assuré quoi qu'il arrive. Richard et James ne se soucient pas le moins du monde de leurs résultats. Richard Dibbs, 18 ans, roule en Porsche. James Harding, 16 ans, trop jeune pour avoir une voiture, se contente d'une Harley-Davidson du modèle le plus sophistiqué. Depuis 1 an qu'ils se connaissent, ils sont inséparables. Ils ont passé toute leur année scolaire précédente en sortie dans les boîtes à la mode et surprise party ultra snob. En cette rentrée 1993, la perspective de reprendre leurs études ne leur dit rien et on les comprend. L'un va tripler sa première, l'autre sa 3e. Mais ils en ont assez également de leur existence de blousons dorés. Malgré leur jeune âge, ils sont déjà blasés. Or, Richard Dibbs, l'aîné de celui des deux qui a toujours eu le plus d'autorité, a une idée. « Toi, tu feras ce que tu voudras, mais moi, fini de rire, je m'entraîne pour devenir militaire. » « Militaire ?» « À Troufion, bien sûr, dans les services secrets, section commando. Je peux avoir un engagement avec un type qui connaît mon père. Alors, qu'est-ce que t'en dis ?» James Harding est subjugué, ébloui. « Je m'entraîne avec toi ? Cette question !» Les voilà donc qui abandonnent les boîtes de nuit pour les magasins de surplus militaires. Ils achètent des Rangers, des treillis, des tenues camouflées et ils vont faire du jogging ou marcher au pas, dans le grand parc proche du collège. Cela fait sourire leurs camarades et leurs professeurs. Dibbs et Harding se prennent maintenant pour Rambo. Ce n'est pas bien original et pas bien méchant non plus. La dernière chose à faire serait de les prendre au sérieux. Ils ont tort. Mi-décembre 93, les élèves de l'école privée d'Oxford se disent au revoir pour les vacances de Noël. Richard Dibbs prend son camarade à part et lui parle à voix basse avec un léger sourire. « Toi, tu pars en vacances, mais pas moi. Ça y est. » « Quoi ? Qu'est-ce qui y est ? » « Le copain de mon paternel dont je t'avais parlé, il m'a engagé. Je vais 1 semaine en Irak, une mission spéciale. »« Non, pourquoi faire ? » ?»« Normalement, je devrais pas le dire, mais à toi je peux. Préparer l'assassinat de Saddam Hussein. » Richard Dibbs laisse son camarade totalement ébahi et au retour de vacances, ce dernier le questionne avidement. « Alors,
Comment ça s'est passé? Évidemment, Richard Deeps ne répond rien. Et ses airs mystérieux excitent plus encore l'impatience de James que tous les discours. Je veux faire partie du service secret. Il y a bien un moyen. Dis-moi lequel. Il n'y en a qu'un. Réussir les épreuves. Je suis prêt. Qu'est-ce que je dois faire? Pas si vite. Il faut d'abord que j'en réfère à mes chefs. S'ils sont d'accord, on verra. Bien entendu, les chefs sont d'accord et fin janvier 1994, Richard Deeps annonce à James sa première épreuve. Il s'agit de monter dans la grue d'un chantier et de taguer sur la cabine l'inscription 007. La chose a lieu de nuit et James Harding s'en sort sans difficulté. Jusque-là, on est resté dans le domaine de puérilité. Maintenant, on va entrer dans celui du crime. James Harding redescend tout fier de lui. Je m'en suis bien tiré, hein? Ouais, pas mal. Tu veux continuer? Et comment? D'accord. Alors maintenant, c'est l'épreuve suprême. Tu es un homme. Tu es un homme? Ça te fait peur? Non? De quelle manière? Tiens. Richard Deeps sort alors de sa poche un poignard, mais pas n'importe quel poignard. Une arme de guerre effrayante à la lame de 25 cm de long. En même temps, il remet à son camarade Pour la Reine et le Royaume, un best-seller d'un ancien des services secrets britanniques où on enseigne entre autres les 1001 façons de tuer son ennemi. Toutes les méthodes sont là-dedans. Apprends-les par cœur et quand tu seras prêt, fais-moi signe. James Harding est prêt le 14 février. Et le jour même, ils partent pour Londres. Ils ne passent pas spécialement inaperçus dans l'habillement qu'ils ont choisi. Tout en noir, avec des jeans noirs, des pullovers et des kawaii noirs, un bonnet noir et des lunettes noires. Malgré le brouillard et la pluie, James Harding a son poignard collé avec du sparadrap sous son pantalon. Richard Deeps lui a désigné l'objectif à éliminer. Ce doit être un personnage malfaisant pour la société et de préférence un souteneur. C'est pour cela qu'ils se dirigent en autobus. Car ils ont, pour la circonstance, délaissé leur trop voyante Porsche et Harley Davidson vers un quartier chaud de Londres, King Cross. Et là, ils donnent tout de suite la mesure de leur inconscience. Ils entrent au Scotsman, un bar louche. Leur accoutrement fait se retourner les consommateurs, mais ils n'ont pas l'air de s'en apercevoir. Ils vont d'un pas décidé vers le comptoir et demandent de but en blanc au barman. « Est-ce qu'il n'y aurait pas un proxénète ici ?» L'homme ouvre grand les yeux avant d'éclater de rire. « Je ne sais pas, ce n'est pas écrit sur leur figure. » Affreusement vexés, les deux garçons sortent la mine basse. Ils s'en vont au hasard dans les rues. C'est à ce moment que Richard Deeps se place devant un feu rouge et dit à James Harding « Tu vas tuer le conducteur de la 10e voiture qui s'arrêtera. » Au volant de sa puissante limousine grise, le malheureux George Whitman vient de s'arrêter au feu rouge. Il ouvre ses yeux terrorisés derrière ses grosses lunettes. Deux fantômes noirs font irruption dans son véhicule. « Qu'est-ce que vous voulez ?» James Harding lui colle le poignard sous le cou. « Démarre et avance doucement. » Quelques centaines de mètres plus loin, il y a une petite rue sombre. « Tourne là !» Sous la menace de l'arme, le comptable doit descendre. Richard Deeps lui maintient le bras, tandis que James Harding se tient devant lui avec le poignard. « Quelle méthode tu as choisie ?»« La C bis. »« Ah, pas mal. » La suite est digne du grand guignol. James frappe au cou. Un flot de sang jaillit. Puis il frappe au cœur, retire la lame et frappe encore et encore. Enfin, ils abandonnent leur victime après lui avoir pris ses lunettes et les clés de sa voiture. Lorsque le lendemain matin, on retrouve le corps, la police est perplexe. A priori, il devrait s'agir d'un toxicomane en état de manque ou d'un crime crapuleux. Mais le portefeuille de la victime n'a pas été touché et il contenait pas mal d'argent. Alors une rixe ? C'est tout à fait invraisemblable compte tenu de la personnalité de ce bourgeois irréprochable et inoffensif. Faute de mieux, les enquêteurs interrogent les mauvais garçons du quartier, mais sans résultat. Il ne leur viendrait évidemment pas à l'idée d'orienter leurs recherches du côté d'Oxford. Les semaines passent et ce crime gratuit et odieux serait peut-être resté impuni si, démontrant encore une fois leur inconscience, les deux garçons ne s'étaient perdus eux-mêmes. Au déjeuner, dans le réfectoire de l'établissement, Harding met soudain les lunettes de sa victime, qu'il gardait dans sa poche comme un trophée, et asperge sa chemise de sauce ketchup. Il s'adresse en rigolant à Deeps. « Hé, ça te rappelle rien ?» L'autre s'étouffe de rire, incapable de prononcer une parole. Leurs camarades veulent comprendre et pressent Harding de questions.
Celui-ci finit par avouer avec suffisance. Ben quoi, j'ai tué un mec. Les propos sont rapportés au directeur de l'établissement qui, lui-même, prévient la police. Celle-ci finit par faire le rapprochement avec le meurtre inexpliqué de King Cross. Quand, peu après, ils sont entendus par les enquêteurs, Richard Deeps et James Harding ne font aucune difficulté pour avouer. Au contraire, ils racontent toute l'histoire avec une sorte de fierté monstrueuse. C'est la même attitude qu'ils ont adoptée à leur procès. Il s'est ouvert devant la cour d'assises de Londres en avril 1995. Car, malgré ses 16 ans, James Harding était passible, selon la loi anglaise, de la même juridiction que son camarade âgé de 18 ans. D'ailleurs, il s'est comporté en criminel endurci. Devant les jurés horrifiés et son avocat consterné, il a décrit son acte d'un ton parfaitement indifférent, comme s'il faisait le compte-rendu d'un banal accrochage entre deux voitures. J'ai visé d'abord la gorge, le sang a jailli de la carotide tranchée. Ensuite, j'ai retiré mon couteau et je l'ai enfoncé au milieu de la poitrine, avec une trajectoire de bas en haut, 15 fois de suite exactement. C'est avec la même tranquillité que Richard Deeps a raconté ses affabulations à propos des services secrets et les épreuves qu'il a imaginées pour son camarade. Il fallait bien passer le temps et trouver quelque chose d'excitant à faire. On s'ennuyait tellement dans la boîte. Le jury n'a pas fait la différence entre l'exécuteur du crime et son instigateur. Tous deux ont été condamnés au maximum, la réclusion à perpétuité. C'était une peine très lourde à leur âge, mais il faut reconnaître qu'ils avaient tout fait pour la mériter. Voilà les petits angoissés, c'est la fin de cette histoire. Je viens encore de vous démontrer qu'on n'est à l'abri nulle part. Et si j'ai un conseil à vous donner, ce serait de barrer les portières lorsque vous roulez. Allez, à bientôt mes petits angoissés!